Salam alaikum, Azurfillawan, bonjour. Ce n'est un secret pour personne. Le régime algérien s'est toujours distingué par son incompétence crasse. Il ne sait rien faire, capable de dépenser 1000 milliards de dollars qu'il a tirés des seules ressources hydrocarbures, tellement incompétent qu'il a réussi la gageure de construire l'autoroute la plus chère du monde, à configuration égale bien sûr, et qui se trouve être celle où les malfaçons fautives sont les plus nombreuses, les plus dangereuses. Un régime qui a tout mis bas, y compris des systèmes qu'il a hérités du colonialisme. Il n'a rien laissé debout. Ni l'école, ni l'administration, ni l'agriculture, ni l'industrie, ni quelque équilibre qui soit. Il a tout mis bas. Il a réussi à extirper du sein même de la société algérienne les quelques valeurs qui lui étaient restées. Mais ce régime n'est pas totalement impotent, parce qu'il est des domaines où il est d'une redoutable efficacité. D'ailleurs, ce n'est un secret pour personne, il collectionne une foultitude de tristes records. Il est le plus mauvais dans tout ce qu'il entreprend qui puisse être considéré un tant soit peu comme positif. En matière de subversion, par contre, de manipulation de l'opinion publique et de son retournement, il est passé maître. Dans la culture du secret, il est insurpassable. Ainsi, dans cette affaire du limogeage du puissant patron du DRS, il n'y a quasiment pas d'informations qui se tiennent vraiment, qui nous éclairent sur la vraie nature de cette vaste et cruciale restructuration. Les journalistes, les intellectuels, les analystes et autres observateurs en sont réduits à faire des bribes de lecture fondées sur des bribes de rumeurs juxtaposées à des bribes d'extrapolation. Et ainsi, dans ce souk hétéroclite de spéculation, de la plus plausible à la plus extravagante, il n'y a qu'à se servir pour spéculer à son tour. Le secret est très bien gardé. Et justement, le gros problème dans cette histoire est que malgré ce qu'on nous dit sur ce gros conflit entre d'un côté le haut commandement et le clan présidentiel et de l'autre le clan Tawfiq, dans ce conflit supposé, rien n'a filtré, absolument rien, si ce ne sont quelques fuites organisées aussi fantaisistes les unes que les autres et qui prêtent plus à rire qu'autre chose. Or, dans une telle situation, quand des clans de cette puissance sont en guerre l'un contre l'autre, les révélations sur de gros scandales, les uns sur les autres, par presse interposée, font habituellement florès. C'est leur affaire et c'est leur habitude de se tirer dans les pattes en de telles circonstances. Or, par exemple, l'affaire Chekib Khalil, par exemple. Or, cette fois-ci, malgré l'extrême gravité de ce qui s'est passé, un gros détricotage du DRS et le limogeage de son puissant patron, pas une information crédible, pas la moindre, n'a filtré ni sur le clan Boutef, Gaïd, ni sur celui de Tawfiq. Rien n'a filtré des contradictions et des motivations qui les agitent, des objectifs qui les animent. Ils sont bizarrement bien courtois cette fois-ci, les uns avec les autres. Curieusement. Tiens. Aujourd'hui, TSA. Les éléments du DRS quittent les sièges des wilayas et des daïras. Par Hajar Gnenfa. El Erg Eschergui. L'apothéose. Le général Mediane et Ammar Saadani s'envolent vers les lieux saints à bord du même avion. L'expression. Intox, rumeur et manipulation, le flagrant délire. Par Saïd Bousta. avec nous aujourd'hui par ordre alphabétique, Belaid Abban, professeur de médecine et politologue, Yahya Bounouar, journaliste, François Gèze, PDG des éditions La Découverte.
Belaïd Abban, merci d'être avec nous. Merci Jamal, c'est toujours un plaisir d'être dans ton émission. Merci beaucoup. Alors, Belaïd Abban, j'ai ici sous les yeux un article de TSA paru en mars 2014, qui est très intéressant, mais je n'en lirai que la chute, la fin. Voilà ce qui écrit Belaïd Abban. Pour le chef du DRS, le 4e mandat est le mandat de trop. Je rappelle que ça a été écrit en mars 2014. Pour le chef du DRS, donc, le mandat est le mandat de trop. Celui qui risque de lui coûter sa place, et peut-être même plus. Les attaques d'Ammar Saadani ne présagent rien de bon pour l'avenir du général Toufiq si le président Bouteflika venait à gagner sur tous les tableaux. Vous êtes visionnaire, mon cher ami, à ce que je vois. Oui, en quelque sorte, mais les choses, les données politiques étaient déjà claires à l'époque. Moi, je suis pas du tout d'accord sur l'analyse qui consiste à dire qu'il y a jusqu'à maintenant un clan, le clan de Toufiq contre le clan de Bouteflika et celui de Gaïd Salah. D'abord, il n'y a pas de clan Gaïd Salah et le clan de Bouteflika. Gaïd Salah était un soldat obéissant, dévoué corps et âme au président de la République. Donc c'est d'ailleurs de ce fait-là que Abdelaziz Bouteflika tient sa force, la force institutionnelle qu'il détient en tant que président de la République. Quant au clan du DRS, il était évident déjà à l'époque, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle, qu'il y a eu un détricotage progressif de toutes les, j'allais dire, les attributions du général Toufiq, auxquelles on a élagué un certain nombre de généraux qui avaient des postes clés dans le DRS. Je ne citerai que le cas à l'époque d'Artag et de Barmhanna. On a élagué également les échelons intermédiaires, à savoir un certain nombre de colonels qui étaient la courroie de transmission vers la société civile, vers des échelons inférieurs. Voilà. Et il n'y a eu absolument aucune réaction. Il était évident que, j'allais dire, le limogeage que l'on connaît actuellement du général Toufiq, c'était quelque chose qui était inscrit dans la logique et dont on pouvait supputer la survenue, j'allais dire, précipitée après l'arrestation du général Hassan. Il ne faut pas oublier que le général Hassan a travaillé sous les ordres, lui-même le dit, sous les ordres du général Toufiq. Donc, à mon avis, c'est pas être devin déjà à l'époque que de savoir. Je l'ai dit d'ailleurs dans ce qui avait précédé dans l'article, il y avait une situation où pour les deux parties à l'époque, on pouvait parler des deux clans. C'était une question de vie ou de mort. Le jour où Abdelaziz Bouteflika, président de la République, était hospitalisé et qu'il avait fait un AVC. On dit que c'était un AVC. Donc en tout cas, il était dans un état physiologique très très altéré. Il était, j'allais dire, il était donné en pâture. Il était donné presque mort. Et il y a eu un déchaînement dans la presse, un déchaînement, j'allais dire, dans les affaires de corruption mises sur la place publique. Et quand le président Bouteflika est rentré, je crois qu'il y a eu un staff avec ses plus proches, dont son jeune frère. Et l'affaire, c'était je l'ai dit d'ailleurs dans l'article, où c'est eux, où c'est nous. C'était une question, j'allais dire, de vie ou de mort. Il fallait aller très vite et la première chose qu'a faite le président Bouteflika, c'était d'affaiblir considérablement le général Toufiq. Et je dirais une chose qui est très importante et qui ne semble pas avoir été prise en compte dans tous les commentaires qu'on entend ces jours-ci, c'est que le général Toufiq, c'est malgré tout quelqu'un de légaliste, c'est-à-dire il obéit au président de la République. Et moi j'étais persuadé, et quelqu'un me l'a déjà dit, que le jour, et je parle de stylo présidentiel, le jour où Bouteflika prendrait le stylo présidentiel pour signer le limogeage de Toufiq prendrait sa veste et sortirait de son bureau et gagnerait son domicile. Mais Belaïd Abban, très franchement, cette image idyllique
d'un État presque normal, où le président de la République est le tout-puissant décideur, où Toufiq est un général obéissant, doigt sur la couture du pantalon, prêt à obéir à un ordre de mise à la retraite, d'un Gaïd Salah qui est tout aussi bon soldat, prêt à servir la République, à obéir aux institutions. Moi, cette image me semble un peu, très franchement, un peu surfaite, quoi. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu vraiment dire. Ce que j'ai voulu dire, en fait, c'est qu'il y a une question de rapport de force. Rapport de force était en faveur de Bouteflika, non seulement par rapport à Gaïd Salah. Gaïd Salah, il était parti, il est revenu de très loin. Et il était, tout le monde sait qu'il y a eu des problèmes à un certain moment, qu'il a été rattrapé. Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien, on entend très bien. En quelque sorte, repêché in extremis par le président Bouteflika, et je crois qu'il lui est redevable à vie. À ce titre-là, je crois qu'il exécutera les ordres de manière très disciplinée que lui donnera le président de la République. Toufiq également, c'est une question de rapport de force. N'oublions pas qu'il y a des facteurs exogènes qui font que Toufiq est en position de faiblesse. N'oublions pas aussi que ce qui est reproché actuellement au général Hassan, il peut être reproché au général Toufiq. Donc, c'est cela. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne peux pas, même si je sais des choses qui ne sont pas dans le domaine public, je ne peux pas les mettre sur la table. Mais Ablaïd Abban, une question clé. Très franchement, vous pensez que c'est Abdelaziz Bouteflika qui est en train de prendre ces décisions? Moi, je le pense vraiment. Je sais une chose, parce que pour l'avoir écouté, et là, je peux faire appel à mes compétences de médecin. Et j'ai beaucoup travaillé sur les accidents vasculaires, tout ce qu'on appelle le polyhandicap résultant de l'accident vasculaire. Il y a des accidents vasculaires qui épargnent totalement la faculté de jugement. Et pour ce que j'ai vu des prestations rares, certes, du président Bouteflika quand il a reçu John Kerry, quand il a reçu Gaïd Salah, venu lui rendre visite, il a lui rendu visite à la présidence, je peux dire, et je l'ai toujours dit, que le logiciel du pouvoir est toujours présent dans la tête du président Bouteflika. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas la capacité physique et la capacité d'endurance d'une réflexion intellectuelle prolongée. Il ne peut pas s'asseoir pour, par exemple, diriger un conseil des ministres pendant 2 heures. Ça, c'est pas possible. Mais le président Bouteflika est capable de réfléchir sur une courte durée, de donner des ordres. Comment sont transmis ces ordres? C'est ça le véritable problème, parce que les ordres et les souhaits et les désirs ne sont transmis que par le biais de son jeune frère. C'est la seule personne en qui il a confiance, et il transmet donc ses instructions. Et le jeune frère arrive, qui est en même temps conseiller, donc il a une fonction officielle. Il arrive, il dit, le président désire que, le président ordonne que, le président souhaite que. Mais dans ce cas, Ablaïd Abban, pourquoi ne condescend-il pas à nous parler pendant 2 minutes? Juste 2 minutes. Oui, mais ça, en politique, c'est parler 2 minutes, et se montrer dans un état de faiblesse, c'est j'allais dire, détruire complètement le mythe du cérémonial politique. Un politique, quand il s'adresse, il faut qu'il montre l'image valorisante, la plus belle image de soi. Mais Ablaïd Abban, ce n'est pas le cas. Tout le monde l'a vu dans ce triste état. Tout le monde sait qu'il est très malade. Pour le moins qu'il ne peut pas parler. Mais pourquoi ne fait-il pas l'effort de venir nous parler 2 minutes? Au moins qu'on sache qu'il ne peut pas se lever, qu'il ne peut pas marcher, mais qu'il peut coller 2 idées l'une à la suite de l'autre. Peut-être même qu'il pourrait venir relever le défi qu'on lui a lancé depuis ce plateau, nous réciter la table de multiplication de 2, par exemple. Oui, mais ça, je crois que j'ai eu déjà l'occasion de le dire à ton émission. C'est un secret de polichinelle que Bouteflika n'est pas dans des conditions physiologiques vraiment idoines pour se montrer en public. Tout le monde sait qu'il a eu donc une atteinte du cerveau dans la partie motrice. Tout le monde sait qu'il ne peut pas se lever normalement et qu'il ne peut pas marcher normalement. Mais ce que l'on sait, on le sait quand on regarde ses prestations, notamment avec les invités qu'il a reçus, à savoir le ministre des Affaires étrangères espagnol,
le John Kerry, il a tenu un discours cohérent qui montre qu'il tient plus ou moins la barre. Maintenant, bien entendu, c'est pas, on peut dire que s'il est là à titre symbolique comme chef d'État, ce n'est pas vraiment lui qui dirige. D'accord, restez avec nous, je reviens dans un petit moment. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation, c'est toujours un plaisir. Merci Yahya. Alors, parce qu'on n'a pas pu vous avoir pour les émissions passées pour demander votre avis sur la question. Alors, que pensez-vous de cette histoire de Tawfiq limogé? D'ailleurs, on nous apprend qu'il est parti de l'Hajj aujourd'hui ou hier, en même temps que Saadani, dans le même vol. Bon, je sais que c'est des cancans de bonnes femmes, mais on s'en fout, on le dit. Donc, ils sont partis. Rappelons-le, Saadani qui a été le premier à demander son limogeage. Donc, est parti avec lui le Hajj. Ils sont partis laver leurs os, comme on dit. Oui, bon, on va passer sur cette histoire de partir le Hajj avec Saadani. Et s'ils y vont, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à laver. Mais c'est pas le plus important. Je retiens de ce que vient de dire votre invité quelque chose de très important. Professeur Belhaïd Abban, oui. Oui, monsieur Belhaïd Abban. Oui. Il dit les ordres, les souhaits du chef de l'État sont transmis par un seul et unique canal qui est son frère. Oui. Autrement dit, le frère cadet appelle les ministres, les généraux, les hauts fonctionnaires pour leur dire le président vous a dit ceci, le président vous demande cela et le président exige ceci. Qui peut, dans ce cas de figure, savoir si c'est vraiment le président qui l'exige ou si c'est le frère? Parce que le président, lui, est incapable de prendre son téléphone, d'appeler son premier ministre ou le général ou X et lui donner un ordre. C'est le frère qui dit, et qui dit ce qu'il veut. Donc, quand on nous dit que Tawfiq a été limogé, je veux bien croire que c'est la décision de Bouteflika, mais sur les conseils de qui alimente le président en information? Qui dit au président, celui-là est contre toi, celui-là est avec toi? Qui informe le président régulièrement et en retour donne des instructions aux autres de la part du président? Tout passe par le frère. Les informations qui arrivent au président passent par le frère et les instructions du président aux autres passent par le frère. Autrement dit, le frère peut faire ce qu'il veut, à qui il veut et quand il veut. C'est ce que je retiens de l'analyse de M. Abban. Et c'est la réalité. Le frère est au minimum un vice-roi, puisqu'il peut, de sa propre initiative, donner des instructions. Et il suffit de dire le mot magique, c'est le président. Et à l'inverse, dire au président, tu dois enlever celui-là parce qu'il est contre nous, et tu dois nommer celui-là parce qu'il est avec nous, et le frère est incapable, par lui-même, de vérifier si c'est vrai ou non. Donc le président est dirigé lui-même, est dirigé par son frère. Mais d'après vous, Yahya Bonouar, d'après vous, dans cette histoire de limogeage, et on a prononcé le mot limogeage, même si la présidence parle de mise à la retraite, je vais vous poser la question d'un internaute, parce que des gens sont en train de m'envoyer des questions via ma page Facebook, Jamaldine Belchinouf. Donc voilà ce que dit l'internaute. Est-ce que c'est un changement réel ou une redistribution des rôles pour s'éterniser au pouvoir? Et qu'est-ce qui va changer concrètement pour le citoyen lambda? C'est Mohamed Saïd. Le changement réel, je ne pense pas. Il y a juste à voir qui remplace Tawfiq. Tawfiq est remplacé par un plus grand criminel que lui qui s'appelle Tartag. Donc Tartag, qu'on appelait le monstre de Ben Akdoun, qui a participé et torturé des dizaines de milliers d'Algériens et peut-être plus, en tout cas une génération d'Algériens. Tartag a retourné de nombreux, notamment les islamistes, puisqu'il les a torturés et les a retournés. Tartag a des dossiers, les mêmes dossiers que Tawfiq concernant l'opposition entre guillemets politique. Il connaît les uns et les autres et détient des dossiers sur les uns et les autres. On aurait mis à la place de Tawfiq quelqu'un d'autre, on aurait pu parler d'un petit changement, mais mettre Tartag à la place de Tawfiq et parler de Tartag, il y a des gens qui disent un état civil. Depuis quand Tartag serait-il un civil?
Tartak est un général criminel, comme son prédécesseur, Toufek. Et donc, je ne vois pas vraiment où est le changement. Une autre question, Yahya. Nous n'arrivons pas à joindre François Geste, qui devait être avec nous. Nous n'arrivons pas à le joindre. Une autre question, Yahya, de Lamine Khaled Boufeji. Pourquoi Toufik n'a pas fait en sorte que l'article 88 de la Constitution soit mis en application pendant que Boutef était au Val de Grâce? Ben, il a essayé, il a lancé la meute, si vous vous souvenez, la meute de tous ceux qui réclamaient l'article 4, à juste titre d'ailleurs, parce que Bouteflika n'est pas en mesure de diriger le pays. Mais il a essayé, la presse, les partis d'opposition. Il faut se rappeler l'été avant 2013, quand Bouteflika a été hospitalisé, tout le monde réclamait, tous ceux qui tournaient autour de Bouteflika réclamaient l'article 88. Et il a fallu que François Hollande, dans un point de presse en France, dise il se soigne, il rentrera bientôt chez lui, et les élections sont prévues en avril 2014 pour que tout le monde s'arrête. Donc, mais il l'a fait, il a essayé, c'est ce qu'il paye aujourd'hui, parce qu'il a tout fait. Il a eu l'attaque de Saadani, souvenez-vous d'un certain nombre de généraux, je ne parle pas de la presse, pro-Toufik, de généraux, notamment le général Ben Abid, dans le journal Le Watan, qui a accusé Bouteflika et son frère de traîtrise et qui promettait de les emmener en prison et de les juger pour haute trahison. Et donc, le clan Bouteflika s'est battu, mais Bouteflika étant l'homme politique qui détient entre guillemets la légitimité nationale et internationale, alors que Toufik est un homme de l'ombre qui travaille dans l'ombre et qui n'assume pas publiquement ce qu'il fait. En politique, dans la vie politique, seul ce qui est assumé publiquement a de la valeur, et c'est l'avantage de Bouteflika sur Toufik. Yahya Bounouar, beaucoup de gens qui défendent le régime, qui parlent de restructuration normale, d'un processus à peu près normal, presque naturel, veulent nous faire donc croire que c'est en train de changer dans le bon sens pour se débarrasser un peu des scories du passé. Dans ce cas, pourquoi avoir désigné un homme aussi marqué que Tartak à la tête du DRS? Est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné qu'on lui a fait, finalement? C'est ce que je viens de dire. Bouteflika a utilisé Tartak, qui était fâché contre Toufik, qui avait demandé son départ. Il l'a retourné et l'a récupéré en lui promettant qu'il aurait le DRS. Et là, il le met à la tête d'un DRS vidé un petit peu de ses attributions, mais et en même temps, le signal qu'il envoie en nommant Tartak, c'est que ça ne va pas changer. On ne nomme pas Tartak pour changer, on nomme Tartak pour revenir aux années 90. Tartak, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, c'est un homme des années 90 qui a participé lui-même à des choses terribles qu'a connu ce pays. Donc le signal, c'est la lutte des clans. Un clan gagne sur un autre clan. Mais ne vous méprenez pas, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de transition. Vous imaginez une transition démocratique avec quelqu'un qui s'appelle Tartak? On est en 2015, on change Tartak avec Toufik, on change Bouihia avec Selem, Bouteflika est toujours là. De quel changement il s'agit? Y a-t-il un nouveau nom là-dedans qui pourrait un petit espoir de changement? On est toujours dans les mêmes noms qui étaient là il y a 15 ans. Restez avec nous, Yahya. On a réussi finalement à joindre François Geste. Merci François Geste de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour François Geste. Alors, vous vous intéressez beaucoup à l'Algérie, vous êtes très connu pour vous être fortement opposé à l'interruption des procès électoraux, aux exactions commises par le DRS, entre autres, par les décideurs, les généraux putschistes. Vous êtes avec Salim Amellah sur Algeria Watch, qui a été à un certain moment un pôle en matière d'expression sur les exactions du régime pendant toute cette décennie rouge. Et donc, j'aimerais savoir un peu votre avis sur ce curieux limogeage. Écoutez, c'est le fruit effectivement d'une lutte entre l'état-major de l'ANP et la direction du DRS. Pourquoi cette lutte? Je pense qu'il
il y a plusieurs raisons qui se sont conjuguées. D'abord, il y a le problème du règlement global de la succession Bouteflika où ils n'étaient pas d'accord, et donc ils se sont disputés là-dessus. Mais peut-être le plus important, je pense, ce sont les pressions exercées par le pouvoir américain et les services secrets américains et britanniques sur l'ANP pour qu'ils fassent une épuration du DRS. Alors, tout cela vient. Attendez, François Gèze, qu'on s'explique bien. Vous nous dites que ce sont les Américains et les Britanniques qui auraient fait pression sur le régime algérien pour qu'il mette fin à la vie du DRS tel qu'on l'avait toujours connu et à limoger, à évacuer, à zapper Tawfiq. C'est bien ce que vous nous dites. Ça s'est fait en 2 temps. Le premier temps, ça a été après la fameuse prise d'otage de In Amenas de Tigran Tourin en janvier 2013. 1 mois après, nous avons publié un article de Habib Souaïdia, un ancien officier de l'armée algérienne dont j'avais publié le livre La Sale Guerre, et qui a obtenu des informations extrêmement claires sur ce qui s'est passé à Tigran Tourin. C'est le général Tartag, qui était à l'époque à la tête des troupes du DRS, qui s'est disputé avec ses collègues généraux de l'ANP, qui eux voulaient tuer les otages, mais sans tuer les terroristes, mais sans tuer les otages. Et Tartag s'y opposait très violemment. Et Tartag a décidé de bombarder le site où étaient les terroristes et les otages. Ils ont tué tout le monde. Ils ont tué les terroristes et les 39 otages occidentaux. Et ça, les Américains et les Anglais, qui ont eu plusieurs ressortissants tués dans ce massacre, ils l'ont appris immédiatement. Et ils ont dit au chef de l'ANP, plus jamais ça. Et ce qui s'est passé après, effectivement, on a vu que le général Tartag qui commandait la DCSA et le général Djebar qui commandait la DSI ont été enlevés de leur poste, d'accord? Et ensuite, c'est allé jusqu'au conflit qu'on a connu en janvier 2014, non, après, il y a eu un deuxième... Oui, non, c'est ça. Ils ont été enlevés, et puis il y a eu une bagarre, la bagarre a continué, et les phénomènes se sont encore accentués, parce qu'à l'automne 2013, on a appris une chose, et ça aussi c'est un article de Habib Souaïdia sur Algeria Watch qui l'a révélé récemment, c'est que les services antiterroristes tunisiens avaient attaqué les maquis djihadistes qui étaient à l'ouest du pays, à la frontière algéro-tunisienne. Ils ont tué plusieurs djihadistes, dont plusieurs Algériens. Et sur les puces des téléphones portables de ces Algériens, ils ont retrouvé plusieurs téléphones des casernes du DRS à Alger. Ce qui prouve que ces terroristes-là étaient en fait des islamistes de l'armée algérienne manipulés par le DRS. Et là, les Tunisiens l'ont dit aux Américains, qui étaient absolument furieux. C'est ce qui fait que la pression a augmenté sur l'armée, les chefs de l'état-major de l'ANP, le général Gaïd Salah et ses collègues, pour que vraiment ils éradiquent, entre guillemets, les pires éléments du DRS. Et c'est ce qui s'est fait. Et donc il y a eu une première offensive qui s'est faite en janvier 2014 quand on a vu tout d'un coup le secrétaire général du FLN faire lancer une attaque absolument inédite contre le général Tawfiq et le DRS, qui a été suivie par l'arrestation du général Hassan, responsable de l'antiterrorisme au DRS, qui a été arrêté, détenu, on a-t-on dit, pendant quelques jours, accusé de choses terribles, accusé globalement d'avoir organisé des troupes islamistes de l'armée manipulées en Tunisie. C'était pratiquement écrit noir sur blanc. Et puis tout d'un coup, tout s'est arrêté en février 2014. Mais François Gèze, il y a dans votre démonstration quelque chose qui me gêne personnellement. Quand vous nous dites que les Américains ont intervenu parce que, à la suite du carnage de Tigran Tourin à In Amenas, où 39 otages ont été massacrés. J'entends bien, je comprends. Mais dans ce cas, pourquoi avoir placé le même personnage, le fameux Tartag, à la tête du DRS et à la place de Tawfiq? Très bonne question. Très bonne question. Alors, ça s'explique, hein. C'est-à-dire que, en fait, là, on en est réduit quand même aux hypothèses parce qu'on n'a pas de certitude, soyons prudents tout de même, hein. Mais c'est que le général Tartag, quand il a été démissionné de son poste, mis à la retraite d'office, hein, faut pas l'oublier, en fait, il a rallié l'état-major de l'ANP. Il a rallié Gaïd Salah et ses collègues, général Saïd Bey, et les hommes forts, disons, aujourd'hui de l'état-major de l'ANP qui sont... Il y a le général Saïd Bey, ancien commandant de la première région militaire, et il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Parce que Gaïd Salah, il est très vieux, et je pense que c'est pas lui qui commande. En revanche, les chefs, les généraux, notamment certains chefs de région militaires, jouent aujourd'hui un rôle très important dans tout ça. Et Tartag,
qui sans doute est un malin, est un criminel contre l'humanité. Tout le monde le sait. Ce qu'il a fait pendant les années 90 est absolument monstrueux quand il était à la tête du CPMI de Ben Aknoun. Et Tartak est un gros malin. Il a rallié ses collègues généraux de l'ANP avec qui ils étaient toujours en bagarre. Et depuis ça, c'était déjà à la fin, c'était en 2014, donc c'est-à-dire plus d'un an en vérité. Et petit à petit, je pense qu'il s'est allié avec ces généraux de l'ANP qui ont poursuivi leur programme de, entre guillemets, nettoyage du DRS avec la suppression, le rapatriement de la DCSA au sein du ministère de la Défense nationale, avec la suppression du GIS, avec la suppression de plein d'éléments d'unité du DRS, qui fait que aujourd'hui le DRS existe toujours, mais il est réduit à finalement 2 directions, hein, le service intérieur et le service extérieur, comme beaucoup d'autres services d'espionnage demeurant dans le reste du monde. Et les généraux algériens, les chefs de l'armée aujourd'hui, du coup, ils ont mis Tartag à la tête de ce qui restait du DRS, à mon avis, hein, c'est un point de vue, parce que au moins ils connaissaient la machine, ils pouvaient la faire tourner, et qu'il était devenu leur homme, et non plus l'homme de Toufik. Et vous pensez que ça va finir comme ça, qu'il n'y aura pas de remous, que Toufik va s'en aller gentiment, sans utiliser... Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose, et vous en savez quelque chose, François Gesse, vous qui avez suivi de très près ces événements. Vous savez qu'il y a des BRQ, bulletins de renseignement quotidiens, qui affluent de tout le pays, qui sont synthétisés à plusieurs niveaux, des BRQ qui représentent des milliers de pages de rapports, et qui sont synthétisés à la fin, lorsqu'ils arrivent au sommet de la hiérarchie, à 10 de pages, qui arrivent entre les mains de Toufik. Chaque jour, il reçoit un rapport de 10 pages, où il y a des informations sur tout le monde, mais des informations gravissimes, synthétisées par ordre de gravité. Or, il se trouve qu'on nous dit que Toufik aurait annoté ces rapports en marge, des annotations marginales, et ces annotations avaient valeur de décret. Quand il disait, par exemple, déplacer tel wali, muter tel wali, enlever tel consul, c'était suivi d'une exécution immédiate. Or, ces milliers de BRQ annotés par Toufik, j'imagine qu'il ne va pas les laisser dans le bureau de Tartak. Et ça, je ne vous ai parlé de ça que pour vous donner un exemple. Ça veut dire Toufik, avec tout ce qu'il dispose comme information explosive pendant des 2 décennies et demie, vous pensez qu'il ne va pas s'en servir, qu'il va partir comme ça gentiment? On ne sait pas, on ne peut pas spéculer là-dessus, c'est possible, parce que ce que vous dites n'est pas à exclure, bien entendu, qu'il essaie de se venger en dénonçant ses collègues, mais moi je pense qu'il faut regarder quand même autre chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème de rapport de force. Il y a beaucoup d'officiers, au sein du DRS comme au sein de l'ANP, notamment des plus jeunes officiers, des colonels, qui n'en peuvent plus de ce jeu qui dure maintenant depuis 15 ans, depuis la fin de la sale guerre, qui paralyse tout, qui paralyse l'action normale, je dirais, d'une armée chargée de la défense nationale et même des services de renseignement dont toute nation moderne a besoin. Et donc, il y a d'abord cela. Et puis ensuite, il ne faut pas l'oublier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la pression des Américains. Elle est extrêmement forte. Toufik a longtemps été l'homme des Américains. Il ne faut pas l'oublier. Ça a duré jusqu'en notamment, il y a eu un premier accroc très très fort en 2006, rappelez-vous, avec l'affaire BRC, Brown and Root Condor. On a découvert à cette occasion-là que Toufik avait fait acheter des valises de commandement pour les chefs de l'armée algérienne à cette firme américaine, une filiale de Halliburton, et que ces valises de commandement, en fait, étaient truffées de mouchards qui faisaient que toutes les conversations entre les chefs de l'armée du DRS, les chefs de l'armée, pardon, de l'ANP, étaient connues des services américains et des services israéliens. Et c'est les services russes qui ont raconté ça au patron de l'ANP. Ils étaient absolument furieux. Donc là, il y a une première bagarre très très violente avec des morts, avec des attentats, avec des choses extrêmement terribles de part et d'autre en 2006, et Toufik a été affaibli. Après, au bout de 2 ou 3 ans, il a repris du poil de la bête. Mais il était toujours plus ou moins un peu comme ça, mal vu des Américains. Et puis là, avec les 2 épisodes que j'ai évoqués, c'est-à-dire l'affaire Tigentorin et l'affaire tunisienne, l'affaire des islamistes manipulés dans les maquis tunisiens par le DRS, là, les Américains en ont eu... Et puis il y a un autre contexte aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est le Sahel. Les Français, les Européens, les Américains ont besoin, théoriquement, de l'Algérie pour, soi-disant, combattre le terrorisme dans le Sahel. Mais tous savent, les services français comme les services algériens, qu'une bonne partie des islamistes
des terroristes, comme ils disent, qui sévissent dans le Sahara, sont manipulés aussi par les services, par le DRS. Et donc ce double jeu du DRS, qui d'un côté manipule le terrorisme et de l'autre côté dit il n'y a que nous pour vous défendre contre ce terrorisme-là, exaspère absolument les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Mais donc la France, là-dedans, elle n'a plus beaucoup de voix à la parole, c'est les Américains qui mènent la danse, et c'est les Américains qui ont obtenu effectivement ce grand nettoyage. Restez avec nous, François Jaz, restez avec nous. Belaïd Abban, vous êtes avec nous, Belaïd? Oui, oui. Alors, vous avez entendu François Jaz au sujet de cette thèse. Selon lui, ce seraient les Américains et les Britanniques, notamment, particulièrement après l'affaire de Tingenturin de Ain Saleh, où Tartag avait commis un carnage, tué tous les otages en même temps que les preneurs d'otages, qui aurait donc découlé sur ce limogeage, en plus de l'affaire de Tunisie, où des terroristes tunisiens auraient été tués et sur lesquels on aurait trouvé des téléphones qui auraient été en ligne avec des casernes du DRS à Alger. Qu'est-ce que vous en pensez? L'explication par l'injonction américano-britannique vis-à-vis du président et de son clan pour se débarrasser du DRS ne tient pas à la route. Pour la simple raison que vous avez souligné, j'avais l'intention de rappeler ça, c'est que si on invoque l'affaire de Tingenturin pour expliquer ce qui vient de se passer, ça ne tient pas la route, puisque c'est Tartag lui-même qu'on remet à la tête du DRS. Donc le premier dont il fallait se débarrasser, c'était Tartag. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à Tingenturin. Il y a peut-être des gens qui ont des informations. J'en ai moi-même, mais si vous voulez, tant que les choses ne sont pas dans le domaine officiel, on ne peut pas les passer, au crible de l'analyse. Par contre, ce qui est certain, c'est que lorsque le président Bouteflika était hospitalisé, qu'il est revenu, il a trouvé le feu à la maison. C'est-à-dire que c'était la préparation de sa succession. Il était donné pratiquement pour mort. Et donc, il fallait lui trouver un successeur. Et le DRS avait préparé un successeur, et c'est pas la peine que j'évoque son nom, tout le monde sait qui c'est. Eh ben, moi, je ne sais pas, Belaïd Abban, si vous pouvez nous le dire, ce serait bien. Pour le DRS, le candidat, c'était Benflis. Or, pour la famille Bouteflika, pour le clan Bouteflika, c'était tout sauf Ali Benflis. Et il était question de leur mettre... Vous savez, quand il y a une fin de régime, on sait ce qui s'est passé en Égypte, l'exemple égyptien, l'exemple tunisien, l'exemple libyen. Quand il y a une fin de régime, à qui on va coller toutes les turpitudes qui se sont déroulées dans un pays, eh ben, c'était à celui qui incarnait la souveraineté nationale, c'est-à-dire le président de la République. Par contre, maintenant, on peut invoquer ces facteurs exogènes parce que en ce qu'ils ont rendu facile, l'action de Bouteflika pour déglinguer le DRS. Ça, je suis tout à fait d'accord pour introduire ce facteur exogène comme étant l'un des facteurs qui ont facilité le travail de Bouteflika. Parce que je suppose que le président Bouteflika, son frère et tout son clan, ils ont quand même des arguments de massue, j'allais dire, pour lutter contre le DRS. Voilà donc, si vous voulez... Alors, la question aussi, c'était de savoir pourquoi ils ont mis Tartag. Moi, personnellement, j'entends des choses sur les turpitudes de l'Inde, du général Djibbar, du général Tartag, etc. Je peux dire un mot sur Djibbar que je connais personnellement. C'était un ami d'enfance que je n'ai pas revu parce qu'il court sur Facebook que j'étais son médecin personnel. Je n'ai jamais été le médecin personnel de qui que ce soit. J'ai été un professeur d'université en médecine, j'ai été le médecin de tout le monde, l'enseignant de tout le monde. Par contre, si le général Djibbar, que j'ai vu pour la dernière fois en 1987, s'il m'avait demandé des soins, je lui aurais accordé des soins. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas le seul général à qui j'ai donné mes soins. J'ai même donné mes soins, si vous voulez le savoir, à des gens comme Mohamed Saïd, qui était un chef islamiste, sans aucun complexe, avec cœur et conscience. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai aucun a priori sur les personnes. Par contre, les actions, je ne sais pas. Alors maintenant, pour revenir à Tartag. Tartag, il a été placé là, si c'était
l'histoire de Tigane, on l'aurait sans doute pas mis, on aurait commencé par lui. Or, ce qui se passe maintenant, c'est on l'a mis à la tête du DRS. L'explication, là je suis d'accord avec François Gèze, c'est qu'il connaît la maison. Et c'est le seul qui est habilité, qui est compétent pour parer à tout mauvais coup de ceux, j'allais dire, des desperados qui ne voudraient pas voir finir le travail de démantèlement complet du Belaïd Abban, on essaye de répartir le temps. Belaïd Abban, je m'excuse, on essaye de répartir le temps de façon équitable, donc votre temps de parole est malheureusement terminé. Yahya Bounoir, je viens de recevoir une question sur ma messagerie personnelle par Facebook. Quelqu'un qui me dit, François Gèze évoque cette thèse de l'intervention américano-britannique pour dégager le DRS et son patron à cause de l'affaire Tigane. Mais moi, je dis, lui, la personne qui pose la question, moi je dis que curieusement, le processus s'est accéléré quand François Hollande s'est rendu à Alger. Et c'est là où la décision finale a été prise de dégager Toufer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche ensemble. L'analyse de François Gèze tient la route et n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur une lutte de clan à cause du 4e mandat, de la répartition des richesses et des rapports de pouvoir. Et il y a à côté des pressions étrangères, françaises, américaines et britanniques qui marchent ensemble. S'il y a une pression américaine, c'est pas François Hollande qui va s'y opposer. Au contraire, il va s'en faire le porte-parole. Et il est venu, tout le monde a vu, quelques heures juste pour dire que le président allait très bien et qu'il était en super forme et mieux que nous tous. On se rappelle de la fameuse alacrité. Donc le tout marche ensemble. Il y a effectivement des pressions américaines, britanniques, françaises et d'autres pays qui n'en peuvent plus des manigances du DRS avec l'affaire Tigane, mais surtout, et François Gèze l'a redit, ce qui s'est passé à la frontière tunisienne. Donc ils n'en peuvent plus, et ce qui se passe au Sahel aussi. Ils savent que le DRS manipule et que le général Hassan est accusé de ça, puisque le groupe qui a été capturé à Ouagla dans le sud, et revenait du sud, on ne sait pas d'où ils revenaient, et ils étaient armés. Donc il y a ces pressions internationales pour dire ça suffit vos manipulations, et ça s'est conjugué avec un besoin interne du clan de Bouteflika qui voulait aussi s'en débarrasser. Il a utilisé la pression extérieure qui allait dans son dos, c'était le vent dans le dos, et pour en finir. Donc, une hypothèse n'exclut pas l'autre. Yahya, restez avec nous. François Gèze. Oui. Il reste environ 3 minutes pour clore l'émission. Donc, que pensez-vous de la réponse de Belaïd Abban et de Yahya Bounoir concernant cette intervention de la France d'un côté ou des États-Unis et des Britanniques de l'autre? Écoutez, on n'est pas si éloigné que ça dans les hypothèses qu'on peut formuler quant à ce qui est en train de se passer autour de l'éviction de Toufer. Moi, là où je serais plus réservé que aux intervenants, c'est je ne pense pas que la France joue un rôle très important dans toute cette affaire-là. Quand même, elle est effectivement à la remorque des États-Unis. Quand les Français ont fait pression, ils l'ont fait l'année dernière, sur l'Armée nationale, l'ANP, pour que ce soit l'ANP qui intervienne en Libye pour essayer de régler les bagarres entre les différentes factions libyennes. L'Algérie a un petit peu intervenu en Libye, mais pas beaucoup. L'ANP ne voulait pas et les Français n'ont pas réussi à les faire changer d'avis. Donc le pouvoir d'influence des Français, à mon avis, il est relativement limité. Quant à Tartag, encore une fois, je le redis, je pense qu'il a rallié l'état-major. C'est-à-dire que voilà, il a changé de camp, il a changé d'allégeance. Pour moi, il n'y a pas d'ailleurs de clan Bouteflika. Je pense que pour moi, le clan Bouteflika n'existe pas. Il y a le président Bouteflika, il y a son frère, à qui on a donné une petite marge de manœuvre pour notamment faire des trafics divers et variés. Mais ceux qui décident, c'est pas Bouteflika ou son frère, c'est l'état-major de l'ANP de façon certaine. Et jusqu'à une date récente, c'était la direction du DRS. Et les deux étaient en bagarre. Et là, encore une fois, l'état-major de l'ANP a marqué des points très très forts et a regagné, je pense, la confiance du gouvernement américain
avant toute chose, et c'était la chose la plus importante, parce que le dernier point que je voudrais évoquer qui est important, c'est que ces bagarres de clans, effectivement assez opaques, qu'on est obligé d'interpréter en formulant des hypothèses, avec des informations quand même très partielles, ces bagarres de clans, elles ont quand même une raison ultime, fondamentale, c'est l'argent. Il ne faut pas oublier que le régime qui s'est mis en place depuis, disons, les années 80, depuis Chadli, petit à petit s'est sophistiqué dans le détournement et le rapt des richesses du pays, avec des commissions touchées sur les exportations de pétrole et de gaz et sur les importations de biens de consommation. Des milliards de dollars chaque année. Ça n'a fait que se développer, contrôlé par les chefs de l'armée et les chefs du DRS. Et c'est aussi ça, ce magot qui se déchire, qui se bagarre, parce qu'il y a aussi la succession. Toufik, il a 79 ans, Gaïd Salah, il a 80 balais. Enfin, ils sont tous, ceux qui sont en commande sont tous très vieux. Quels sont les jeunes qui vont récupérer le contrôle du magot, même si ce magot tend à diminuer avec la baisse des exportations d'hydrocarbures et la baisse des prix du pétrole? Et ben ça, à mon avis, ça n'est toujours pas réglé. Là, il y a une première étape qui vient d'être franchie, avec un affaiblissement évident et net quand même du DRS. Maintenant, l'étape suivante, ça sera peut-être des bagarres au sein de l'ANP. On ne sait pas, mais je pense que les bagarres ne sont pas finies parce qu'ils sont guidés par une seule chose, l'appât du gain. Restez avec nous, François Gess, parce que vous venez de soulever un lièvre quand vous dites que Saïd Bouteflika n'aurait que très peu de pouvoir, qu'on lui laisse juste petite marge comme ça. C'est très étonnant parce que ça va à contresens de tout ce qu'il dit un peu, j'allais dire, dans les salons politiques, mais aussi dans la rue. Yahya Abounoar, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, on l'a perdu. Mais sinon, en attendant qu'on trouve Yahya, nous allons faire une petite rallonge de 2 minutes. François Gess, vous pensez vraiment que Saïd Bouteflika n'a pas de pouvoir, que ce n'est pas lui le grand boss du régime actuel? Écoutez, je ne peux pas vous dire ça, vous répondre oui de façon catégorique. Moi, c'est ce que je pense, au vu de toutes les informations qu'on a pu recueillir à Algeria Watch depuis maintenant de longues années. Et que quand vous dites c'est ce qui on prête beaucoup de pouvoir dans les salons algérois et dans la rue à Saïd Bouteflika, moi j'ai toujours pensé, il y a plein d'éléments qui vont dans ce sens-là, que ça faisait partie justement des manœuvres habituelles, des rumeurs et des manœuvres d'intoxication habituelles du DRS, qui était quand même le champion des fausses nouvelles, le champion des rumeurs, le clan Bouteflika, encore une fois, c'était pareil avec tous les présidents civils qui l'ont précédé. Il n'avait qu'un pouvoir extrêmement limité. Merci François Gess. Yahya Abounoar, il nous reste environ 2 minutes. François Gess nous affirme que Saïd Bouteflika, en fin de compte, il n'aurait pas aussi de pouvoir qu'on le dit, qu'on lui aurait laissé juste une petite marge de manœuvre pour des petites pratiques, pour reprendre ses propres termes. Qu'est-ce que vous en pensez? La lecture de François Gess, elle est strictement militaire. Donc c'est vrai dans tout ce qui concerne les affaires militaires, l'intervention ou non en Libye, la lutte contre le terrorisme, effectivement tout ça c'est l'ANP. Mais la gestion du pays de tous les jours, l'économie, la société, la justice, la rente, l'avenir des enfants algériens, l'état de la société, l'intégrisme, l'islamisme, la modernité, la laïcité, tout cela est laissé à la présidence de la République. Alors si on ne s'intéresse qu'aux intérêts des Américains, effectivement c'est l'ANP, mais ceux qui s'intéressent à la société algérienne, au peuple algérien, eh bien aujourd'hui leur avenir, il est entre les mains de Bouteflika et de son frère Saïd. Merci Yahya Abounoar, merci Belaïd Abban, merci François Gess, en espérant vous revoir tous trois dans les prochaines émissions. Je voudrais, avant de vous quitter, vous faire part d'un message qui vient de nous parvenir. Le décès de la veuve de Zirhoud Youssef, Rabbi Rahmo, Rabbi Rahmaha. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum, qawala khair, salama.